Merci Charlotte. Donc je prends le relais pour vous parler du transmédia. Tout d'abord, le transmédia, qu'est-ce que c'est? On va essayer de poser une définition sur ce terme. Donc la définition s'affiche derrière moi. C'est en fait une méthode de développement d'œuvres de fiction ou documentaires, de produits divertissement qui se caractérise par l'utilisation combinée de plusieurs médias. Le but est en fait de développer des univers narratifs et chaque support employé doit avoir un contenu différent. Petite mise en garde, ne pas confondre transmédia et cross-média. Le cross-média, pour faire simple, c'est la duplication d'un même contenu sur plusieurs supports. Quand on veut comprendre une notion, enfin voilà, une définition comme celle-là, c'est bien, mais une vidéo, c'est encore mieux. Et on a un exemple concret pour vous. Le transmédia, c'est une nouvelle façon de raconter une histoire ou de livrer un message. L'idée, c'est de pouvoir suivre une pub, un documentaire ou une fiction sur différents supports en même temps, comme votre télé, votre PC, votre smartphone, mais aussi la radio ou la presse, et de participer à l'évolution de l'histoire n'importe où, n'importe quand, seul ou avec vos amis. Prenez Noémie. Fan de petits animaux inoffensifs comme les chiots, les chatons ou les bébés pieuvres, elle s'est prise de passion pour Il faut sauver Gerbille, une série qui raconte l'histoire d'un hamster nain qui a pour mission de sauver la planète d'une invasion de suricates en colère. Le problème, c'est que Gerbille a disparu, et c'est là qu'intervient le transmédia. En fait, en utilisant tous les supports à disposition, Noémie va pouvoir aider les amis de Gerbille à mener l'enquête. Par exemple, si elle a pensé à une nouvelle stratégie pour faire avancer les recherches, elle peut se rendre sur findthehamster.com, un site web relié à la série, et proposer son plan génial aux autres spectateurs. Elle peut aussi recevoir par SMS de nouveaux indices qui ne sont pas prévus dans le scénario de base. Est-ce que Gerbille portait ses Adidas ou ses Santiago quand il a disparu? Dans quel endroit il aurait pu se réfugier? Etc., etc. Et elle peut même recevoir des instructions par mail qui l'inviteront par exemple à se rendre sur le pont des Arts en pleine nuit pour récupérer une mystérieuse enveloppe de la part de la mère de Gerbille. Voilà, le transmédia, c'est une expérience totale qui brouille la frontière entre fiction et réalité. Bon, après, faites juste attention à ne pas faire comme Noémie, qui a maintenant tendance à voir Gerbille un peu partout. C'est une vidéo qui nous est proposée par le collectif Orange, que certains ici doivent connaître. Donc ça, c'est pour le transmédia. Enfin, on sait maintenant ce que c'est. On va s'intéresser maintenant à son histoire. On va remonter en 1966 avec Dick Higgins. En fait, c'est la personne que vous avez vue en photo sur la slide de présentation, qui a créé en fait ce qu'on peut considérer comme la genèse du transmédia dans un ouvrage qui s'appelle Statement of Intermedia, dans lequel il expose sa vision qui est la suivante. Pour lui, les artistes doivent créer sur différents supports, différents médias pour libérer leur pensée créative. Donc déjà là, on est sur les notions de base du transmédia. Ensuite, en 1991, c'est Marsha Kinder, qui est professeur à l'USC School of America, enfin une grande école de cinéma américaine, qui publie un livre, Playing with Power in Movies, Television and Video Games, et en fait, elle édite cette idée de commercial transmédia superstructure. En 99, avec le lancement de la trilogie Matrix, on a en fait la première production à succès qui s'articule autour d'une narration transmédia. On a vu des BD, des jeux vidéo en fait qui permettaient de comprendre les différents liens, les différentes relations entre les personnages. En 2001, le créateur de la série Lost a mis en pratique en fait le transmédia à travers des ARG. Alors les ARG, c'est des alternate reality games. Pour faire simple, en fait, c'est des jeux vidéo qu'on développe en marge du jeu, enfin en marge de la création, pour en fait brouiller la frontière entre le réel et l'irréel et susciter l'intérêt des fans entre les différentes saisons des séries. En 2003, Henry Jenkins, qui est professeur au MIT, chercheur aussi au MIT, donne la première définition du terme transmedia storytelling, qui correspond en fait à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Enfin, en 2009, Jeff Gomez fait reconnaître la profession de producteur transmédia, où en fait on reconnaît que dès le moment de la production, le producteur pense déjà à sa stratégie au moment de la diffusion, c'est-à-dire qu'il va plus adapter en fait sa stratégie en fonction de la production, mais tout va partir du même point de départ. Donc ça, c'est pour l'historique. On va essayer de voir un peu ce qui se passe actuellement. J'ai ici 2 chiffres à vous présenter. Donc en fait, c'est la part d'une campagne transmédia dans le budget d'une production d'œuvres télévisuelles ou cinématographiques. Elle est de 10% en France contre 30% aux États-Unis. Alors ça traduit une chose, c'est le fait qu'aux États-Unis, ils sont plus en avance que nous. Ça, c'est simple. Et aussi que chez eux, en fait, ils ont vraiment pris conscience que l'éclatement de la narration d'une œuvre, c'était vraiment hyper important pour faire vivre un programme.
Toujours au niveau de l'état des lieux, on observe également un intérêt grandissant des différents acteurs, donc tant au niveau des institutionnels avec l'INA, qui a lancé en 2010 l'observatoire du transmédia. En fait, cet observatoire, comme son nom l'indique, observe et regarde en fait les évolutions du monde audiovisuel français en France. Le Transmedia Lab par Orange, côté créateur de contenu. On a aussi des indépendants, enfin qu'on peut qualifier d'indépendants. En fait, c'est des blogs d'actu et de critiques sur le transmédia, par exemple le Rabbit Hole qu'on a cité ici. Et il y a également le Studio 4.0 qui a été lancé par France 4, qui aide en fait les jeunes créateurs de contenu portés sur le web à émerger. Donc ces acteurs s'intéressent au transmédia, ils se réunissent aussi, lors de salons. Alors on en a sélectionné deux. Il y a le MIPCube, le plus connu à Cannes, en fait c'est en marge de MIP TV, qui représente en fait la pointe de la créativité en termes de création du visuel. Et il y a également le Labo, qui est organisé par le Pôle Média Grand Paris, en partenariat avec la Transmedia Immersive University. Donc on a beaucoup de choses, on est dans une situation un peu compliquée, où on hésite à être enthousiaste ou incertain. Enthousiaste parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a de nouveaux acteurs qui émergent constamment. Incertain parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer dans 3 ans, s'il va y avoir de nouveaux usages qui vont émerger ou autres. Donc c'est une situation un peu entre guillemets schizophrénique. Donc ça nous amène à nous poser des questions auxquelles on va essayer de répondre tout à l'heure pendant le débat. Tout d'abord, jusqu'à quel point on peut éclater la narration d'une œuvre. Ensuite, on va essayer de voir si le transmédia est le moyen de fédérer et renforcer des communautés de fans. Ensuite, en véritable booster de l'univers narratif, le dispositif transmédia sont-ils efficaces pour tous les types de contenus? Et enfin, on va essayer de trouver ou de voir quels sont les formats utilisés dans ce type de mécanisme. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alice qui va vous parler d'une partie plus contenue à travers les web-séries. Merci Trésor.